Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud est avec nous. Bienvenue, mon colonel. Oui, merci de m'avoir invité à nouveau. Je suis content de te revoir. Colonel, il se passe quelque chose d'énorme en Iran. C'est les funérailles du défunt guide suprême. Quand on regarde les images qui arrivent, c'est impressionnant. Je vais en passer un extrait. On y voit la place Engelab, puis la place Azadi, et c'est noir de monde. La foule est sortie massivement. On voit ces drapeaux rouges dans leurs mains. Et ça, pour les musulmans chiites, ça a une signification très forte. Ça ne veut pas seulement dire vengeance, the Burney, ça veut aussi dire justice. Et c'est ce même dirigeant dont on disait, avant l'attaque contre l'Iran, que plus personne ne le soutenait, que le gouvernement s'effondrait, que tout s'écroulait à l'intérieur du pays. Et là, on voit à quel point les gens sont sortis en masse. C'est historique, je crois. On saura plus tard combien de personnes ont participé à ces funérailles, mais c'est immense. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi impressionnant. Regardez ces images, regardez ces vidéos qui arrivent. En ce qui concerne la guerre, d'après ce que je comprends, c'est le maximum que les États-Unis auraient pu faire pour Israël. C'est la dernière carte que Donald Trump pouvait jouer pour Benjamin Netanyahou. Parce que Benjamin Netanyahou a déclaré hier, je ne sais pas si vous avez vu, en hébreu, il a dit que les dirigeants du monde entier qui s'abstiennent d'exprimer publiquement leur soutien à Israël tiennent en privé un tout autre discours avec lui. Ils lui disent « Monsieur le Premier ministre, nous sommes avec vous. » Mais l'opinion publique dans nos pays ne nous permet pas de le dire aussi ouvertement. Mais nous vous admirons. Nous avons besoin de votre aide. Vous savez, J.D. Vance a dit que le seul pays qui soutient Israël, ce sont les États-Unis, et qu'aucun autre pays ne le fait. Quelle est la situation actuelle du conflit en Asie de l'Ouest? Et comment comprenez-vous la poursuite de ce conflit, en particulier entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et Israël de l'autre? Eh bien, tout d'abord, comme vous l'avez justement rappelé, les funérailles, que certains commentateurs ont déjà qualifiées de plus grand rassemblement humain de toute l'histoire. Je ne sais pas si c'est exact, mais les images qu'on a semblent aller dans ce sens. Ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction de Donald Trump quand il a vu ces images. Il s'était trompé sur l'Iran auparavant, et il a dit qu'il ne se rendait pas compte que Khamenei bénéficiait d'un soutien aussi important. Khamenei had so much support. He even talked about fake tears. Il a même parlé de fausses larmes ou de choses comme ça. Mais bon, laissons ça de côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'il se rend compte, après avoir lancé une guerre, que la base même de cette guerre, le manque de soutien de la population envers le gouvernement, l'idée que dès qu'Israël et les États-Unis attaqueraient l'Iran, le peuple iranien renverserait le régime, ferait une sorte de révolution. Et tout cela était faux. Et d'après ce qu'on sait de l'évaluation faite par les services de renseignement avant la guerre, on comprend que la communauté du renseignement américaine avait conseillé à Trump de ne pas déclencher la guerre, précisément pour cette raison. Je veux dire, c'est pas à cause du rassemblement, ni des funérailles, mais parce que la compréhension de l'Iran est tellement biaisée qu'on n'arrive pas à imaginer que ce gouvernement puisse avoir autant de soutien. Je connais beaucoup de journalistes ici, en Europe, qui affirment que Khamenei et le gouvernement, le régime des mollahs, comme ils disent, n'ont absolument aucun soutien dans la population. Que les gens attendent juste une occasion pour faire une révolution. C'était même le cas à la télévision suisse d'ailleurs. À la RTS,
Ils ont carrément demandé de bombarder la population. Oui, de bombarder la population, sous prétexte que les Iraniens seraient tellement opposés à Khamenei qu'ils demanderaient eux-mêmes à être bombardés. Vous voyez le niveau de folie que peut atteindre la télévision suisse, la RTS, pour en arriver à réclamer des bombardements sur des civils. Mais tout ça vient de cette image qu'on avait, qu'on a encore, qu'on garde dans beaucoup d'endroits, selon laquelle le gouvernement n'a aucun soutien populaire. Et maintenant, on a ces images qui montrent une vérité complètement différente. Ça prouve que la décision prise, je ne parle pas d'Israël, c'est un cas à part, mais aux États-Unis, la décision prise par Donald Trump ne reposait pas sur des renseignements, mais sur des perceptions. Et si on regarde la façon dont les décisions sont prises en Occident depuis une trentaine d'années, tout repose sur des perceptions, pas sur des faits. La guerre en Afghanistan n'avait aucune réalité. Je veux dire, il n'y avait aucune base pour ça. Et en fait, ça s'est révélé être un échec. C'est pareil en Irak, pareil en Libye, pareil en Syrie. On commence toujours nos guerres sur des perceptions, pas sur des faits. Et ça donne évidemment aux médias, surtout les grands médias, un rôle important dans la prise de décision. Et ça explique aussi pourquoi, puisque le récit est devenu la clé de nos décisions, on en vient à sanctionner de plus en plus de gens, simplement parce qu'ils ne reflètent pas la pensée dominante. Et ça, je le dis en tant qu'ancien officier du renseignement stratégique, un poste où j'étais très impliqué dans les décisions gouvernementales. Ce que je vois aujourd'hui, c'est une dégradation des processus de décision dans tout l'Occident. Ce qui détermine les politiques, qu'elles soient intérieures ou étrangères, ce sont les récits. Ce ne sont plus les faits. Et on le voit bien. Dans la plupart des cas, on ne demande même plus les rapports des services de renseignement pour prendre des décisions. Tout se joue sur ce que Macron, Keir Starmer ou n'importe quel autre dirigeant voit passer sur son compte Twitter ou plutôt sur X. C'est ça qui sert de base à leurs décisions, pas les informations qu'ils reçoivent de leurs services. D'ailleurs, à chaque fois qu'on a des rapports de renseignement, ils contredisent le gouvernement. Et on a déjà connu exactement la même chose. Vous vous souvenez sans doute, quand on parlait de cette soi-disant guerre hybride, avec les drones qui attaquaient Copenhague, le Danemark, la Norvège et la Belgique. Tout ça s'est révélé être faux. Une fois qu'on a eu accès au rapport des services de renseignement, ils disaient que c'était faux. Mais entre-temps, les décisions avaient déjà été prises. Alors, quand il s'agit d'acheter quelques drones supplémentaires ou un système de défense aérienne, c'est sans doute pas très grave. Mais quand des gens déclenchent une guerre sur la base de leurs émotions, plutôt que sur une véritable analyse du renseignement, ça montre à quel point la prise de décision en Occident est corrompue. Et je pense que c'est la principale leçon qu'on devrait tirer de notre côté. Au-delà des aspects moraux, lancer des guerres, bombarder des enfants, des écoles, des hôpitaux, laisser les Israéliens faire la même chose, les soutenir quand ils le font, et ainsi de suite. Au-delà de tout ça, simplement du point de vue de la prise de décision, on devrait se demander si nos systèmes, nos mécanismes de décision sont vraiment à la hauteur. Ce qu'on voit au contraire quand on regarde la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres, c'est que leur processus de décision est bien plus solide, bien plus fondé sur l'analyse du renseignement. Ce n'est pas impulsif, ce n'est pas une réaction instinctive. Ça vient du cerveau, pas des tripes. Et c'est ça qui montre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces pays, ceux que je viens de citer, y compris l'Iran, c'est la raison pour laquelle ils gagnent. Ils gagnent parce que leurs décisions reposent sur des faits. Et ils connaissent les limites de la situation, de leurs moyens, de leurs capacités. Et ça,
En Occident, ça a été complètement contourné, si on veut, par le récit dominant. On ne se soucie plus vraiment de ce qu'on a. By the narrative. We don't care what we have. We just think that we think Nous, we have it. on pense simplement qu'on en est capable. On soutient l'Ukraine parce qu'on croit qu'on peut le faire. Mais au fond, on sait bien qu'on ne le peut pas. Et si on prend l'exemple de l'Iran, ça montre très clairement la faiblesse de l'Occident. La faiblesse de l'Occident, au-delà d'autres faiblesses, comme la désindustrialisation, des économies financières fondées sur l'ingénierie financière plutôt que sur l'ingénierie industrielle, et d'autres choses du même genre. Tout ça, ce sont aussi des faiblesses. Mais je pense que la faiblesse centrale, celle qu'on a vraiment en Occident, c'est la prise de décision. Aujourd'hui, on a un système dans tous les pays. On le voit dans l'Union européenne, on le voit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, où les personnes en place se comportent comme des dictateurs. Who behave like dictators. That means they don't care about decision. Ça veut dire, ils se moquent complètement des mécanismes de décision qu'on trouve dans tout pays fondés sur l'état de droit. Parce que techniquement, le renseignement fait partie de l'état de droit. Mais ces gens-là l'ignorent. Ils se fient uniquement à leur propre perception des choses, exactement comme on le faisait en Europe au XVIe et XVIIe siècle. Vous voyez, les faits n'ont plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je ressens à propos des faits. Et on retrouve ce schéma aujourd'hui dans toute l'Europe, dans tout l'Occident, parce que évidemment, ça inclut Trump. Et je pense que c'est un danger structurel pour l'Europe, une faiblesse à la fois structurelle et systémique. Et ça, on a parlé des funérailles, pas du reste de la conférence, mais à partir de ces funérailles, c'est exactement la conclusion que j'en tire. That's exactly the conclusion I take from that aspect. Carl, les gens dans la rue. À mon avis, on parle de plus de 12 millions de personnes, bien plus que ça, presque le double de la population d'Israël. C'est le nombre de personnes dans la rue en ce moment. Et on parle d'un petit pays d'Asie de l'Ouest qui se sent capable d'attaquer n'importe qui. Ils peuvent tuer des gens, détruire d'autres pays. Et leur argument, en gros, c'est ce que tu disais à propos de la manière dont Donald Trump ou les États-Unis ont été convaincus de lancer cette guerre. En gros, je dirais que ce genre d'information, s'il a obtenu quelque chose venant du Moyen-Orient, ça vient essentiellement du Mossad et de la CIA. Le Mossad est très actif en Asie de l'Ouest et il recueille des renseignements en Iran. Donc en réalité, il trompait tout le système pour favoriser la guerre afin d'obtenir ce que Netanyahou voulait depuis si longtemps, la guerre contre l'Iran. Je ne sais pas, quand on parle de renseignements, quand quelque chose comme ça se produit, quelles vont être les conséquences de ces faits qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on nous disait avant? Et est-ce que ça va avoir des répercussions pour ces gens-là? Is that going to bring some sort of repercussions to these people? We have to understand. Il faut comprendre comment fonctionne le renseignement. Quand on parle de la CIA, quand on parle du Mossad, si on regarde ceux qui ont été les plus critiques, en Israël surtout, mais aussi aux États-Unis, à propos de la guerre et de toute cette question de la bombe nucléaire en Iran, eh bien ceux qui ont été les plus critiques, ce sont justement les gens du Mossad. Et la CIA aussi d'ailleurs, aux États-Unis. J'ai travaillé avec les deux, et je sais que vous aussi. Vous avez d'ailleurs reçu ici certains anciens analystes de la CIA. J'ai travaillé avec eux à l'époque où j'y étais. Et vous savez, les analystes de la CIA ne sont pas idiots. Ils sont très compétents. En fait, ils sont brillants. Et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé quand je les ai vus. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne le renseignement. Dans un service de renseignement, il y a des gens qui font des analyses. Ce sont des personnes brillantes. D'ailleurs, elles sont recrutées pour ça. C'est pareil pour le Mossad. Ces gens-là comprennent très bien la situation
vraiment très bien, et ils produisent des évaluations solides, fiables et intelligentes de ce qui se passe. Le problème, c'est que, et c'est surtout vrai pour les grandes agences de renseignement, quand on a, comme à la CIA, une structure en forme de pyramide, eh bien, la base de cette pyramide, elle est composée de tous ces experts, de ces analystes, de ces gens dont on n'entend jamais parler. Mais ils sont brillants. La partie supérieure de la pyramide est plus politique. Ces gens-là sont nommés à cause de leur loyauté envers le système, parce qu'ils sont politiquement corrects, parce qu'ils sont en phase avec le président ou avec l'administration en place. Ce qui veut dire que la base et le sommet de la pyramide ne partagent pas forcément la même vision des choses. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Moi, à l'époque de la guerre froide, je venais d'un service de renseignement minuscule, vraiment minuscule, tellement petit qu'il n'avait pas besoin d'être politisé. Et mon homologue, c'était probablement l'un des directeurs, ou disons, un directeur de la CIA, ce genre de niveau-là. Pas les plus hauts responsables, mais disons ceux du dessous. J'ai pas le terme exact. Enfin, disons le milieu de la hiérarchie, ou le haut du milieu, si on veut. Eux, aux États-Unis, ils étaient politisés, alors que chez nous, on restait encore dans le domaine purement technique. Et ça donnait à un service très petit, comme le mien à l'époque, un avantage considérable, parce qu'on pouvait faire nos évaluations comme on estimait juste de les faire, vraiment sur la base des faits. On ne tenait pas compte d'aspects politiques dans nos analyses. Alors qu'à un certain niveau, à la CIA, il fallait forcément introduire un élément politique dans l'évaluation. Et ça, d'une certaine manière, ça déforme forcément l'analyse. Et c'est exactement la même chose au Mossad. Vraiment, la même chose. Si vous écoutez d'anciens directeurs du Mossad, ce sont souvent eux qui critiquent le plus la politique de Netanyahou, la politique envers les Palestiniens, la politique vis-à-vis de l'Iran et d'autres sujets du même genre. Ces deux institutions, et d'ailleurs, on pourrait dire la même chose d'autres services, comme la DGSE en France, le MI6 au Royaume-Uni et ainsi de suite. Le problème, c'est que quand on appartient au Mossad, peu importe son poste, et surtout quand on est un agent opérationnel, c'est-à-dire pas un analyste, mais quelqu'un qui mène des opérations clandestines, on ne vous demande pas de faire ce que vous pensez. On vous demande de faire ce qu'on vous ordonne de faire. Point final. Donc bien sûr, quand la CIA ou le Mossad reçoit la mission de mener telle ou telle opération, ils doivent le faire, parce que ça fait partie du système. On peut dire qu'ils pourraient démissionner, réfléchir autrement, d'accord, mais laissons ça de côté. Le fait est que peu importe ce que les individus peuvent penser, et c'est pareil dans une armée, par exemple, où certains à un certain niveau peuvent avoir une autre opinion, puisqu'ils font partie du système, ils doivent exécuter ce que l'organisation leur demande. Et c'est pour ça qu'on a souvent une vision faussée de ces institutions. Je ne suis pas là pour blanchir la CIA de tous ses crimes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est simplement d'expliquer ce que c'est. Quand on parle du 11 septembre, enfin non, pardon, pas du 11 septembre, mais de l'invasion de l'Irak, la CIA s'est opposée à l'évaluation faite par Donald Rumsfeld qui cherchait à attribuer à l'Irak la responsabilité des armes de destruction massive. Et la CIA s'y est opposée. En fait, c'est ce désaccord qui a poussé Donald Rumsfeld à créer un bureau d'évaluation stratégique au sein du département de la Défense, MPORSI, pour produire des analyses qui allaient dans le sens de ce qu'il pensait, lui. Il ne voulait plus dépendre des évaluations de la CIA, qui affirmait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Donc, vu de l'extérieur, surtout pour ceux qui ne sont pas spécialistes, on ne perçoit pas forcément cette nuance dans la manière dont fonctionnent les services de renseignement.
the intelligence organizations work. What we see today is not Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à cause de la personnalité de nos dirigeants, je parle des dirigeants politiques, on se retrouve avec ce phénomène. Vous l'avez aux États-Unis avec Trump, vous l'avez en France avec Macron, et ainsi de suite. Ces personnes ont une telle estime d'elles-mêmes qu'elles osent passer outre ce que disent leurs propres services de renseignement. Et c'est là que ça devient dangereux, parce que ça veut dire que la prise de décision ne repose plus sur un vrai processus. Or, la prise de décision, et c'est très vrai aux États-Unis, comme dans la plupart des pays d'ailleurs, était autrefois très codifiée, du moins en théorie. C'était le cas, disons, il y a une trentaine d'années et plus. On avait alors un processus de décision très encadré. Et avant d'en arriver à la décision, il fallait passer par différentes étapes où les services de renseignement apportaient leurs propres évaluations. L'idée de ce processus de décision codifié, comme on le trouve par exemple dans l'armée, c'est justement de s'assurer qu'on intègre tous les facteurs, toutes les personnes qui détiennent le savoir dans la décision finale. Aujourd'hui, comme nos dirigeants sont tellement centrés sur eux-mêmes, ils se permettent de contourner tous ces processus et de décider seuls, sans s'appuyer sur la méthode prévue. Et c'est là qu'on court le risque de prendre de mauvaises décisions. C'est exactement ce qui s'est passé en Iran. Et c'est bien là le danger de cette situation. En Europe, on le voit très clairement. Par exemple, et il y a d'ailleurs de nombreux rapports de l'Union européenne à ce sujet, Ursula von der Leyen et Kaja Kallas prennent leurs décisions avec un tout petit cercle de conseillers, en contournant le travail réalisé par leurs propres administrations. Parce que, dans l'Union européenne comme ailleurs, il existe une administration dont le rôle est justement de préparer des analyses pour éclairer la prise de décision. Mais si vous travaillez isolé, enfermé dans votre bulle, tout en haut de votre immeuble, entouré seulement de quelques conseillers, vous ne tenez plus compte de ce que disent les autres. Vous décidez tout seul. Et c'est là que les erreurs se produisent. Ou plutôt, c'est là que les erreurs peuvent coûter le plus cher, parce que vous les commettez sans même vous rendre compte que vous êtes en train d'en faire une. Parce que le rôle d'un service de renseignement et des structures qui aident à prendre des décisions, c'est pas simplement de dire « les Iraniens sont mauvais, donc il faut frapper ». Ce n'est pas exactement ça. Il s'agit aussi d'identifier les risques. Si vous prenez l'option numéro 1, vous avez tel et tel risque. Si vous prenez l'option numéro 2, vous avez tel avantage, mais aussi tel et tel risque, et ainsi de suite. Autrement dit, quand vous prenez une décision, vous choisissez une option en sachant quels sont les risques. Mais si personne n'est là pour identifier les risques liés à chaque décision possible, alors vous décidez sans savoir ce qui va se passer. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont piégés. Vous voyez, c'est quelque chose qui aurait dû être identifié bien avant, parce qu'ils avaient indiqué, enfin, Trump avait indiqué qu'il voulait faire quelque chose avec l'Iran. Il a donc eu plusieurs mois pour préparer la situation, pour préparer sa guerre et pour identifier quels seraient les risques. Quelles sont les opportunités? Où sont les risques? Mais de toute évidence, il n'a pas fait ce calcul. Résultat, il s'est engagé dans une situation uniquement sur la base de ce que Benjamin Netanyahou lui a dit. Et Benjamin Netanyahou agit pour lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour l'humanité. Il ne travaille pas pour le monde. Il ne prête aucune attention au Moyen-Orient. Il agit simplement, et ce n'est même pas pour Israël. C'est pour sauver sa propre peau, parce que s'il perd le pouvoir, il serait inculpé ou poursuivi pour corruption, et ainsi de suite. Je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement. Donc ça veut dire qu'il a besoin de la guerre. Et c'est ça son objectif.
Point final. Ce n'est même pas pour Israël. And therefore, that's his purpose, period. So it's not even for Israel. It's for Benjamin Netanyahu, period. C'est pour Benjamin Netanyahou. Point final. This is the danger Voilà le danger d'une telle situation. Cette incapacité à prendre des décisions solides, à évaluer correctement à la fois les opportunités et les risques, que ce soit dans un conflit ou dans n'importe quelle autre politique. Et oui, je pense que c'est l'une des leçons à retenir. Une autre leçon, je crois, qu'on peut tirer de ces funérailles, et c'est là que vous avez évoqué les chiffres, c'est que dans les rues d'Ispahan, de Téhéran et d'autres villes, il y avait 2 ou 3 fois la population d'Israël. C'est quelque chose d'évident, bien sûr. Mais ce qui, à mon avis, mérite l'attention d'un Israélien, c'est qu'il y avait même une délégation saoudienne présente. Rappelons quand même qu'entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est une guerre de fait. Saudi Arabia are factually at war. And nevertheless, you had a Saudi delegation. Et pourtant, il y avait une délégation saoudienne présente aux funérailles. Ce qui montre que la haine entre les deux pays n'est sans doute pas aussi profonde qu'on pourrait le croire. D'ailleurs, ça illustre quelque chose que j'ai déjà évoqué, la maturité de cette région du Moyen-Orient comparée à ce qu'on voit en Europe, par exemple. En Europe, personne ne veut parler aux Russes. Ils sont tellement mauvais qu'on ne parle pas à Poutine. C'est une attitude un peu enfantine, surtout quand on en arrive à interdire à un arbre de participer au concours du plus bel arbre d'Europe simplement parce qu'il est russe. Ça montre jusqu'où ça va en Europe. Alors qu'au Moyen-Orient, on voit aujourd'hui une approche complètement différente. And now in the Middle East, you see something completely different. We are at war with the other country, but we respect. Nous sommes en guerre avec l'autre pays, mais en même temps, nous respectons le dirigeant de ce pays. Et c'est pour cela que nous venons lui témoigner du respect. Et ça va bien au-delà du simple courage. Nous ne sommes pas ici. Ce n'est même pas le cerveau qui parle, c'est le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui devrait inquiéter Israël, parce que cela montre qu'en réalité, l'Iran n'est pas le véritable ennemi. C'est un ennemi parce que les Américains en ont décidé ainsi, et parce qu'ils ont, d'une certaine manière, créé une situation où tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe se sont retrouvés entraînés ou poussés dans ce conflit. Mais au fond, ils ne le voulaient pas vraiment. Bien sûr, tous ces pays auraient pu dire aux États-Unis « Arrêtez d'utiliser mon territoire » et des choses comme ça. Évidemment, les États-Unis, et surtout Donald Trump, sont tellement imprévisibles que sans doute ces pays n'osent pas aller jusque-là. Mais en même temps, ça montre que malgré cette situation, il y a des choses qui dépassent les missiles. Il y a des choses qui vont au-delà des drones et de tout ça. Et c'est ce genre de choses, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. On en avait parlé à plusieurs reprises, il y a quelques années, quand on discutait de la crise palestinienne du 7 octobre, quand on parlait de la mosquée Al-Aqsa et des questions liées au mont du Temple, à Jérusalem, qui peuvent toucher l'ensemble de la communauté musulmane. Et les tensions autour du mont du Temple n'ont pas diminué. Tu veux dire l'endroit où ils veulent construire le 3e temple? The third temple. The third temple of Solomon, correct. Le 3e temple de Salomon. Oui, c'est bien ça. Et ces Israéliens, ces extrémistes israéliens, ont déjà déclaré qu'ils étaient prêts à détruire la mosquée qui se trouve là, la mosquée Al-Aqsa. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Palestiniens ont appelé leur opération « Déluge d'Al-Aqsa ». Il y a un lien direct. Mais cela montre aussi qu'Israël est en train de jouer avec le feu au Moyen-Orient. Et même si aujourd'hui, à cause de la pression exercée par les États-Unis, il existe des tensions entre l'Iran et ses voisins, si on retirait les États-Unis de l'équation, la situation serait bien plus stable. Et cette situation, encore une fois, au lieu d'inciter Israël à travailler davantage sur le plan diplomatique, à essayer de rétablir des liens avec tous ces pays,
à chercher une relation normale avec ses voisins, eh bien, en réalité, Israël compte sur les États-Unis pour faire le travail à sa place. Et vous vous souvenez peut-être que l'une des conditions que Trump avait posées aux pays du Conseil de coopération du Golfe pour recevoir plus d'aide américaine, c'était de signer les accords d'Abraham. Autrement dit, c'est une forme de chantage. Le problème, c'est que vous savez, on peut toujours signer un document. Mais si on vous oblige à le signer, ça veut dire que vous le faites avec la main, pas avec la tête, ni avec le cœur. Et dans ce cas-là, le document n'a aucune valeur. And that means that there is no value in the document. And this whole Et tout cet aspect du conflit que nous avons au Moyen-Orient devrait commencer à être compris par les Israéliens et les Américains. Les Américains devraient commencer à dire aux Israéliens que leur survie ne dépend pas de la destruction de tous leurs voisins, mais de la capacité d'Israël à s'intégrer dans la communauté du Moyen-Orient. Et bien sûr, cela suppose qu'Israël renonce à sa politique du fait accompli dans la région, en occupant des territoires, en détruisant des choses, sans jamais en assumer la responsabilité. Donc vous voyez, Israël doit comprendre que cette manière de faire n'est pas durable et qu'elle ne le sera pas. is not sustainable, will not be sustainable. And I think that's the indication that I don't want to expand much more. Et je pense que c'est un signe sur lequel je ne veux pas trop m'étendre, parce que ce n'est sans doute pas le sujet, mais c'est l'une des leçons que je retiens de ces funérailles. Quand j'ai vu cette délégation saoudienne venir en Iran, ça montre, d'une certaine manière, la capacité des Saoudiens et des Iraniens à aller au-delà des drones, des missiles, des avions et de tout ça, à passer à un niveau supérieur, à poser un geste de paix. Parce que c'est ça, aller au-delà de la politique, aller vers quelque chose de plus profond. Et c'est, je crois, le message qu'on peut percevoir, si je puis dire, dans la rue, chez les gens, et qu'on peut garder en tête à l'occasion de ces funérailles. Pour ma part, ce que je retiendrai de ces funérailles, c'est précisément ce moment où l'on voit que toutes les tensions régionales, peuvent être mises de côté par des personnes qui veulent simplement se parler. Left aside by people who want to talk to each other. Carol, what do you make of the behavior of the French government on one Que side? pensez-vous du comportement du gouvernement français? D'un côté, on voit qu'ils ont formé, armé et soutenu ces groupes kurdes au Kurdistan irakien. Et puis de l'autre, quand il s'agit du détroit d'Ormuz, Macron essaie de dialoguer avec le gouvernement omanais en cherchant à créer une sorte de séparation entre l'Iran et Oman. Il y a eu une déclaration conjointe, la France et le Royaume-Uni, vous savez, une déclaration commune sur le détroit d'Ormuz, et ils disent qu'ils vont aider. Ils parlent de gérer ensemble la partie sud du détroit avec le gouvernement omanais, ce qui, à mon avis, relève un peu de la fiction. C'est une sorte de mise en scène. Mais ils essayent de faire de leur mieux. On voit bien leur position face à l'Iran, que ce soit dans le détroit d'Ormuz ou au Liban. Ils jouent aussi un rôle très important au Liban. Tout cela est lié au chaos qui secoue l'Asie de l'Ouest. Ce n'est pas séparé, chaque élément est connecté aux autres. Alors, que pensez-vous de la politique étrangère de la France? Then what do you make of the foreign policy of France? Well, you mentioned foreign policy of France. Eh bien, vous avez mentionné la politique étrangère de la France. Honnêtement, je me demande s'ils en ont vraiment une. Parce qu'évidemment, ils sont impliqués dans toutes sortes de chaos. C'est pareil avec l'Ukraine d'ailleurs. Ils forment des gens pour mener des attaques contre des populations et des choses de ce genre. Mais bien sûr, ce sont des actions secrètes, ou plutôt, disons-le clairement, des actions clandestines. Donc, on ne sait pas, on ne dit pas ce qu'on fait, et on donne juste l'impression d'être le gentil. Mais en réalité, en coulisses, c'est vous qui créez les problèmes. Et le gouvernement français a soutenu les Moudjahidines du peuple, vous savez, ce mouvement révolutionnaire qui existait déjà avant le Shah d'ailleurs, pendant la période du Shah. That existed even before the Shah, by the way, but during the Shah period. And
Et son siège était en France. Et la France soutenait ce mouvement. Bien sûr, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'époque du Shah, ce n'était pas le cas. Mais après la chute du Shah, la France s'est mise à le soutenir contre le gouvernement islamique. Et maintenant, au Kurdistan, on a eu d'ailleurs un sous-officier qui a été tué. C'était, je crois, en mars ou en avril. Il a été tué lors d'une attaque d'une milice chiite contre ce camp d'entraînement. Donc la France est très active. Et c'est pareil au Liban. Vous savez, au Liban, si on regarde la situation, il y a la FINUL, où les Français ont l'un des plus gros contingents. Mais malgré ça, ils n'ont pas agi. But nevertheless, they didn't. And France is also an historic actor there because. Et la France est aussi un acteur historique dans cette région. Parce qu'évidemment, juste après la Première Guerre mondiale, pardon, pas la Seconde, la France et le Royaume-Uni étaient les deux puissances mandataires sur place. Ils ont alors découpé la région selon les accords Sykes-Picot en une zone d'influence française et une zone d'influence britannique. La Palestine s'est retrouvée en particulier dans la zone britannique, tandis que le Liban et la Syrie faisaient partie de la zone française, pour ainsi dire. Et donc, la situation au Liban a été, disons, marquée par l'influence du gouvernement français jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'indépendance du Liban, ou plutôt à sa pleine indépendance. En tout cas, les Français ont quand même gardé, disons, une certaine influence au Liban. Mais il faut le dire, ils ne s'en sont pas servis, surtout ces dernières décennies, pour résoudre les problèmes. Au contraire, ils s'en sont servis pour soutenir la politique israélienne. Et en réalité, les Français sont devenus une partie du problème. Ils ont voulu participer à la FINUL parce qu'ils ont évidemment cette influence historique dans la région. Mais encore une fois, la FINUL a toléré énormément de violations de la paix dans la région. Les Israéliens ont violé quotidiennement la souveraineté du Liban. Et pas seulement aujourd'hui. C'est bien du Liban d'aujourd'hui dont on parle. Mais en réalité, ça fait des décennies. Si vous regardez les rapports établis par la FINUL, parce que chaque mois ou tous les 6 mois, je ne me souviens plus exactement, il y a un rapport de situation envoyé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans ces rapports, on trouve toutes les violations du cessez-le-feu. On y voit toutes les violations du cessez-le-feu commises par Israël. Je veux dire, il y a des milliers, littéralement des milliers de violations de l'espace aérien libanais par l'armée de l'air israélienne. Et pas seulement maintenant, comme je l'ai dit, mais tout au long de l'année qui a précédé octobre 2023. C'est quelque chose de constant. Et les Israéliens bombardent le Liban quand ils estiment que c'est nécessaire. Et même quand ils ne le font pas, ils passent en quelque sorte en vol supersonique juste au-dessus des villes, vous voyez, juste pour effrayer la population et ce genre de choses. Et ça, c'est mentionné dans les rapports de la FINUL. Et l'ONU n'a jamais rien fait. La France non plus n'a jamais utilisé son influence pour régler la situation. En fait, elle a toujours soutenu Israël dans tout ça. Donc on a cette duplicité dans la politique étrangère française, et ce n'est pas nouveau. C'est comme ça depuis au moins 50 ans. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils ne sont plus assez crédibles pour jouer un rôle de médiateur. Alors, qu'est-ce que c'est, la diplomatie française aujourd'hui? Personne n'en parle. Je veux dire, quand il y a un problème au Moyen-Orient, on parle aux États-Unis, mais jamais à la France. Là-bas, ils ont complètement perdu toute crédibilité. Et ça montre aussi d'ailleurs le manque ou la perte d'influence des Européens dans la région. C'est devenu un peu l'arrière-cour, enfin, pas vraiment, parce que l'Amérique du Sud est déjà l'arrière-cour des États-Unis, mais disons que c'est devenu dans une certaine mesure leur deuxième arrière-cour.
Les Européens n'ont plus aucun mot à dire dans cette région. On peut s'attendre, avec les BRICS, avec la Chine, avec la Russie, à voir d'autres grandes puissances exercer une certaine influence. Et on le voit déjà d'ailleurs. L'Iran, récemment, c'était il y a 2 ou 3 jours, a remercié la Russie pour le soutien qu'elle a apporté sur le plan diplomatique pour appuyer la médiation dans le conflit et d'autres initiatives de ce genre. To support the mediation in the conflict and things like this, because nobody think about Europe. Parce que personne ne voit l'Europe comme un médiateur. Alors que la Russie, la Chine et d'autres, on a cité le Pakistan, Oman et d'autres encore. Oman fait partie de la région. Tous ceux-là sont suffisamment crédibles pour jouer ce rôle de médiateur. L'Europe, elle, ne l'est plus. Et certainement pas la France. Le problème, c'est que les Européens, et les Français en particulier, ont cette forme de duplicité. Vous savez, si on veut être médiateur, il faut être crédible. Il faut être perçu comme intègre pour pouvoir jouer ce rôle. Si on ne vous considère pas comme intègre, aucune chance d'être médiateur. La France n'est pas vue comme un pays marqué par l'intégrité. Donc elle n'a aucune crédibilité. Point final. C'est aussi simple que ça. And therefore it has no credibility. Period. Simple. Colonel, do you expect Colonel, est-ce que vous pensez que l'Europe va jouer un rôle plus constructif à la lumière de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz? Parce que pour eux, c'est une nécessité. Ils dépendent de l'énergie. Et vous savez qu'ils ne veulent pas mettre fin à la guerre en Ukraine. Ils continuent encore aujourd'hui. Ursula von der Leyen a déclaré que jusqu'à présent, l'aide à l'Ukraine s'élève à 19 milliards d'euros. Et aujourd'hui, elle a annoncé qu'ils allaient envoyer 4 milliards supplémentaires et que d'autres fonds allaient suivre très bientôt. Ils vont aborder la question de l'Ukraine lors du nouveau sommet, celui qui doit se tenir à Ankara. Voilà comment ils perçoivent le conflit en Ukraine. Ils veulent poursuivre cette guerre. Ils ne reculent pas. Alors le but, et ça ce n'est pas une invention, ça a été dit par Kaja Kallas en novembre dernier. Elle a dit que, pour le conflit en Ukraine, l'Europe avait un plan en 2 points. Premier point, affaiblir la Russie. Deuxième point, soutenir l'Ukraine. Et là, si on regarde la formulation, c'est franchement risible. Parce que affaiblir la Russie, ça peut être un objectif, je comprends. Mais soutenir l'Ukraine, ce n'est pas un objectif. Ça ne peut pas en être un. C'est un moyen, une façon d'y parvenir, mais pas un objectif en soi. Bref, voilà ce que veut l'Union européenne. Maintenant, quand on parle des 90 milliards d'euros décidés en mai, c'est pour 2 ans. 45 milliards pour cette année, 45 milliards pour l'année prochaine, donc jusqu'en 2027. Autrement dit, 45 milliards par an. 45 billion for this year, 45 billion for next year, 2027. And in those, so that's 45 billion per year. And 2/3 of this, that means 30 billion. Et les 2 tiers de cette somme, soit environ 30 milliards, vont en réalité directement au complexe militaro-industriel européen. C'est pour acheter ou produire des drones destinés à l'Ukraine. Et seulement 15 milliards iront réellement à l'Ukraine. Le problème, c'est que l'Europe n'a pas cet argent. Il faut donc l'emprunter. Autrement dit, pour l'instant, ils ont versé une sorte de paiement partiel, si on veut, à l'Ukraine. Maintenant, men tapped every stitz hapester consti. Est-ce qu'ils n'utilisent pas les avoirs russes gelés, ou au moins les intérêts pour l'Ukraine? Non, pas du tout. Les intérêts, oui, mais pas les avoirs gelés. Parce que, encore une fois, la Belgique a refusé, puisque la plupart de ces avoirs gelés se trouvent en Belgique, et que c'est illégal de faire ça. Donc, si jamais la Russie, pour une raison ou une autre, gagnait la guerre, ou même si une décision de justice ordonnait de rendre ces avoirs gelés, ce serait la Belgique qui devrait assumer. C'est pour ça que le Premier ministre a dit « Hors de question, on ne prend pas ce risque, parce que prendre cet argent serait illégal ». Donc ces 90 milliards
ne viennent pas des avoirs gelés. Ils viennent de prêts qui ont été créés ou qui doivent être créés par l'Union européenne pour réunir cette somme. Pour l'instant, ils n'ont pas encore réuni le montant total. Donc, ils ne peuvent faire qu'un paiement partiel à l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, à la mi-juin, l'Ukraine a demandé 20 milliards d'euros supplémentaires, parce que, évidemment, ce que les Européens ont accordé ne suffit pas. Et à la fin du mois de juin, ils ont encore demandé 6,6 milliards d'euros de plus, cette fois au Fonds européen pour la paix, afin d'aider à financer l'Ukraine. Enfin, il faut le dire clairement, l'Ukraine est en faillite. Il faut comprendre qu'ils n'ont plus d'argent. Et maintenant, on a découvert que demain, le 7 juillet, le sommet de l'OTAN à Ankara va commencer. J'ai été à l'OTAN pendant 5 ans et je me souviens très bien que pour ces sommets, en réalité, la déclaration finale est rédigée avant même qu'il ne commence. On sait plus ou moins de quoi il sera question. On comprend quelle est la position de chaque acteur. Donc, la déclaration finale est rédigée avant même que le sommet ne commence. Ensuite, pendant le sommet, il peut y avoir quelques ajustements mineurs et la déclaration finale est publiée tout à la fin du sommet. C'est la logique du processus. Maintenant, dans le projet actuel qui a fuité, il y a quelques jours, on voit que l'OTAN s'engagerait à fournir à l'Ukraine 70 milliards supplémentaires. Et par là, je parle 90 milliards d'euros. Eh bien, les 90 milliards, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. D'accord. Les 20 milliards supplémentaires que Zelensky a demandé, c'est aussi l'Union européenne. Et les 6,6 milliards, c'est le Fonds pour la paix de l'Union européenne. Tout ça, c'est l'Union européenne. Maintenant, l'OTAN, les membres de l'OTAN, qui sont d'ailleurs les mêmes pays, ont promis 70 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine. Donc on voit bien que les chiffres gonflent. Mais ils gonflent aussi parce que la situation devient plus désespérée pour l'Ukraine. Et plus le conflit avance, plus on voit que tout le budget de l'Ukraine dépend fortement de l'aide étrangère. Et c'est pour ça que si vous voulez simplement que l'Ukraine survive, disons en tant qu'entité, je ne parle pas du territoire ou de ce genre de choses, mais si vous voulez que l'Ukraine survive comme entité, avec une administration, avec un gouvernement, il faut un financement extérieur. Parce que le pays n'est pas capable de se maintenir tout seul. Rappelez-vous que la plupart du conflit en Ukraine se déroule dans le Donbass ou dans la partie est du pays. Cette région a été donnée. En fait, le Donbass n'appartenait pas à l'origine à l'Ukraine. Il a été attribué dans les années 1920 par Lénine à l'Ukraine pour lui donner une base industrielle, parce qu'à cette époque, l'Ukraine n'en avait pratiquement pas. Et donc, la partie est de l'Ukraine, qui est en fait essentiellement russe, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ce territoire avait été pris à la Russie pour être rattaché à l'Ukraine. C'est ce qui explique pourquoi il y a aujourd'hui autant de Russes dans cette région du pays. Mais c'est aussi la zone qui fournissait, je ne connais pas le chiffre exact et j'ai pas pu le vérifier, certains disent que 80% du PIB récurrent venait de l'Est. À mon avis, c'est sans doute exagéré, mais disons qu'une grande partie du PIB venait de là. Or, cette région de l'Est est aujourd'hui soit en guerre, soit sous contrôle russe, ce qui veut dire que l'Ukraine n'en tire plus aucun bénéfice. En conséquence, c'est une perte qu'il faut compenser d'une autre manière. Et c'est pour ça que Zelensky dépend de l'aide étrangère, non seulement pour faire fonctionner le pays, mais aussi pour mener la guerre. Parce qu'une guerre, évidemment, c'est un coût supplémentaire. Voilà la situation.
Et ça explique aussi pourquoi ces dernières semaines, on a vu tellement d'articles disant que la Russie est en train de perdre, que l'Ukraine avance, que les Russes se retirent, que Konstantinivka n'a jamais été prise par les Russes, et ainsi de suite. Parce que, vous savez, qui investirait dans un pays qui est en train de perdre une guerre? Personne. Donc il doit donner l'image d'une Ukraine qui gagne. Et c'est pour ça qu'on entend tout ce discours qui soutient et qui explique que l'Ukraine est en train de gagner, et des choses de ce genre. Et c'est aussi d'ailleurs c'est pas le principal, mais c'est quand même l'un des objectifs de toutes ces attaques de drones à longue portée en Russie. Encore une fois, elles sont spectaculaires, mais pas vraiment, disons, décisives. En revanche, elles sont très, disons, efficaces sur le plan visuel. On frappe des raffineries, des installations de ce genre, et ça donne de belles images. Ça donne l'impression que l'Ukraine progresse, et surtout, en Occident, ça donne l'impression que la Russie perd son potentiel industriel, ce qui en réalité n'est pas le cas. Mais malgré tout, c'est bien ça, la stratégie. Mais tout ça a un but. C'est ce qui arrive maintenant. Et d'ailleurs, la semaine dernière, à la fin de la semaine, il y a eu cette conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Beaucoup de pays qui soutiennent l'Ukraine étaient réunis et l'Ukraine a réussi à rassembler quelque chose comme 20 milliards, un peu moins de 20 milliards d'euros, sous forme d'investissements, d'aides directes et d'autres soutiens de ce type. Donc, la raison de toutes ces opérations de communication, c'est justement de montrer que l'Ukraine est en train de gagner et qu'elle peut être un partenaire fiable, non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. Et c'est bien ça, le fond du sujet. On assiste ici à un exercice de communication, plutôt qu'à un exercice militaire ou stratégique. A military or strategic exercise, or it's strategic in terms of communication, but not. C'est peut-être stratégique sur le plan de la communication, mais pas sur le plan militaire. Parce que dans les faits, ce qu'on voit n'a aucun effet sur le terrain. Les Russes sont bien plus efficaces quand il s'agit du conflit lui-même. Ce que font les Russes n'est sans doute pas aussi bon que les Ukrainiens en matière de communication, mais sur le plan militaire, c'est bien plus solide. Par exemple, on parle en ce moment de la guerre des stations-service. On a vu les Ukrainiens attaquer plusieurs stations en Crimée, pour donner un exemple. Mais les Russes, eux aussi, ont récemment frappé des stations-service en Ukraine même. La différence, c'est que la Crimée ne joue absolument aucun rôle dans la conduite des opérations en Ukraine. La Crimée, c'est un monde à part. Ce n'est pas en Crimée que sont préparées des opérations pour attaquer les forces sur le territoire ukrainien, si vous voulez. Autrement dit, ces attaques ukrainiennes visaient simplement à montrer qu'ils pouvaient frapper, ou du moins perturber la vie des Russes qui vivent en Crimée. Point final. Pendant ce temps, les Russes ont systématiquement attaqué toutes les stations-service situées le long des grands axes qui mènent à la ligne de front en Ukraine, c'est-à-dire les routes principales vers Dnipro ou Kharkiv. Toutes ces autoroutes sont utilisées par l'armée, parce que la logistique ukrainienne dépend aussi beaucoup des infrastructures civiles, notamment pour le ravitaillement en carburant et d'autres besoins du même type. Et donc, les Russes ont méthodiquement détruit toutes les stations-service le long de ces routes. Cela crée un problème supplémentaire pour les troupes sur la ligne de front, parce qu'elles ne peuvent plus être ravitaillées. Les camions ne peuvent tout simplement pas aller aussi loin. Et c'est là qu'on voit la différence. Les Russes dirigent leurs drones, leurs frappes aériennes, et ce genre d'attaque sur des objectifs qui ont un impact direct sur le théâtre des opérations. Les Ukrainiens, eux, visent plutôt des cibles qui servent la communication et renforcent le récit selon lequel l'Ukraine est en train de gagner. Donc c'est une approche différente. Et la réalité, c'est que, au final, tout ça fait que les Ukrainiens ont une meilleure image.
si on veut, en Occident, pour les raisons que je viens d'expliquer, alors que les Russes obtiennent de meilleurs résultats sur le terrain. Donc, au bout du compte, je dirais que ce sont en fait les Russes qui gagnent davantage la guerre, mais que l'Occident ne le voit pas. Oui, Disons-le comme ça. Oui. Parce qu'une partie du discours, vous savez, aux États-Unis, c'est de dire que la guerre en Asie de l'Ouest a été perdue et qu'il faut maintenant soutenir l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, soi-disant, se débrouille très bien sur le champ de bataille en ce moment. Non, c'est pas vrai. No, it's not. It's not. And even the chief of Non, ce n'est pas le cas. Et même le chef des forces terrestres a récemment posé la question. Enfin, il s'est interrogé, et c'était d'ailleurs repris dans les médias français et ukrainiens, sur la capacité de l'Ukraine à avoir suffisamment de soldats pour poursuivre la guerre. Donc, c'est une réalité. Ils font face à d'énormes problèmes de personnel. Mais c'est pas tout, ils ont aussi des difficultés sur toute la chaîne logistique. Et on le voit bien, c'est d'ailleurs pour ça que les Russes peuvent finalement tenir Liman, Kostiantynivka et d'autres positions, parce que ces troupes ne peuvent pas être ravitaillées depuis l'arrière. La logistique est tout simplement bloquée par les drones russes. Et on ne retrouve pas la même situation de l'autre côté, à cause de la densité des capacités russes anti-drones et anti-aériennes sur le théâtre des opérations. Les Ukrainiens ont du mal à atteindre leurs objectifs tactiques et opérationnels. C'est plus facile, et c'est un peu paradoxal, mais c'est plus facile pour les Ukrainiens de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe que d'attaquer des objectifs dans la profondeur tactique et opérationnelle en Ukraine, là où se trouvent les forces russes. La raison, c'est que la Russie est un pays immense. On ne peut pas avoir la même densité de protection sur tout ce territoire que sur une zone beaucoup plus restreinte, comme l'est la partie est de l'Ukraine. Du coup, comme je le disais, il est plus simple de frapper en profondeur, à condition d'avoir des drones capables de tenir la distance. Mais oui, il est plus facile d'attaquer des cibles à l'intérieur de la Russie que de viser les forces russes présentes en Ukraine. Et c'est pour ça, comme je vous l'ai expliqué à la fin, que cela alimente le discours des Ukrainiens quand ils affirment qu'ils sont en train de gagner. Mais la réalité sur le terrain, elle, montre que ce n'est pas le cas. Oui, oui. Merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. C'est même vrai. Maxi, and our smooth system. Me.